Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg, le JEFTA, pour désigner l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon. Le Parlement européen se décide cette semaine sur cet accord. Le JEFTA sera le plus grand accord économique de commerce bilatéral en tous les cas dans le monde. Qu'est-ce qu'il renferme exactement et que faut-il en penser ? On en parle avec vous, Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne socialiste et démocrate et Patrick Le Yarrick, vous êtes député de la gauche européenne, gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Peut-être un mot déjà sur la manière dont cet accord a été signé, puisqu'il a été signé, il faut que vous donniez votre avis, les députés européens, mais ça s'est fait, on a l'impression, un peu quand même en dehors de contrôle démocratique. Qu'est-ce que vous diriez quoi ? Mais très exactement comme tous les autres accords précédemment signés entre l'Union européenne, pas nous, pas les députés européens, et le pays en question. On nous demande notre avis, c'est gentil, de voter pour ou contre. On ne peut pas amender et en tout cas n'ont pas été du tout prises en compte des interpellations qui ont lieu. Et nous, on le voit comme députés européens, on reçoit beaucoup d'emails, on reçoit aussi des courriers de citoyens qui demandent juste « mais c'est quoi cet accord ? Il y a quoi dedans ? Comment allez-vous vous prononcer ? Est-ce qu'il ne serait pas possible de ?» Et en réalité, le seul pouvoir qui nous reste, c'est de pouvoir voter. Et en l'occurrence, pour nous, les socialistes français, on votera contre. C'est vrai, Patrick Le Yarrick, qu'on n'en a pas tellement entendu parler, on va le dire comme ça. Dans quel contexte ? Alors, il était ouvert, les négociations étaient ouvertes depuis 2013, si je ne me trompe. Dans quel contexte commercial international intervient cet accord ? C'est peut-être important de le dire, puisqu'il y a des causes bien précises qui font que d'un seul coup, on a dit l'accord entre l'Union européenne et le Japon, ça y est, il faut y aller très rapidement, etc. Donc, quel est le contexte commercial international ? Il y a déjà une question qui est celle qu'ils n'ont pas voulu donner de publicité à la signature de ce texte parce qu'il y a eu le mouvement contre le traité transatlantique et contre le CETA, qui a été extrêmement loin. Donc, il y a eu des tentatives de répondre à des problématiques qui étaient posées dans les précédents traités, notamment celle de la prise en compte des enjeux autour du climat et d'une petite transformation de ce qu'on appelle le tribunal arbitral privé. Non, le contexte, c'est un contexte de guerre économique extrêmement violente, où les États-Unis ont arrêté le projet de traité transpacifique, comme on dit. L'Union européenne, dont la France, ont des intérêts dans le Pacifique. On est après l'accord de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui se négocient là aussi moyennant des installations d'armement, des moyens de défense, et où on a cette guerre économique maintenant qui n'est plus larvée, qui est ouverte entre les États-Unis et la Chine, même si au G20, ils ont essayé de calmer un petit peu la chaudière qui était extrêmement bouillante. Et d'un autre côté, on a les États-Unis qui tapent l'Union européenne, particulièrement l'Allemagne, sur l'industrie automobile en voulant taxer l'industrie automobile. Les Japonais sont un pays qui produit aussi beaucoup d'automobiles. Ils sont dans l'agriculture, pas tout à fait sur les mêmes productions que nous, mais surtout l'automobile et tous les véhicules. Et donc, c'est ce contexte général de guerre économique qui conduit aujourd'hui l'Union européenne à se précipiter à faire ça dans le cadre d'une géoéconomie mondiale un petit peu différente, un peu nouvelle. Conjoncturelle, oui, c'est ça. Comment est-ce que vous le définiriez ? Guerre économique, on dit, c'est ce contexte général. Comment est-ce que vous le définiriez ? J'allais dire, si on peut l'apercevoir, mais on peut l'apercevoir d'une certaine manière, la philosophie générale de cet accord tel que l'a imaginé l'Union européenne et le Japon, bien entendu. Comment est-ce que vous voyez ? Comment est-ce que vous diriez ? Moi, ce que je vois de cet accord, c'est toutes les choses qu'il ne respecte pas et qui me posent problème. C'est-à-dire que c'est un accord, on passe un accord avec un pays qui ne respecte même pas toutes les règles de l'Organisation internationale du travail. Donc on sait déjà qu'en termes de respect des normes sociales, ils sont à côté.
sur un autre Oui, il ne sujet. reste que quelques-unes sur le À nom, quelques-unes, voilà. et C'est puis ça. on a reçu Un hier tiers, quoi, un un quart. courrier de la commissaire en charge de cette négociation pour nous dire mais ne vous inquiétez pas, le Japon s'engage à aller très vite dans la signature des autres. Eh bien ok, dans ce cas on va peut-être attendre avant de voter cet accord, et nous c'est ce qu'on avait proposé à notre groupe. Je suis dans un groupe socialiste et démocrate qui est en réalité divisé sur la question. Il y a des délégations qui sont favorables aux accords de libre-échange, quoi qu'il arrive, parce que c'est le business avant tout, c'est vrai. Et puis, il y a des socialistes et démocrates qui disent « maintenant ça suffit, ces accords, on ne sait pas quel impact ils auront sur nos emplois, mais on sait qu'on va négocier avec des gens qui ne respectent pas forcément nos normes sociales. Et puis, sur les questions environnementales, on a toujours des sujets. Et même si... On n'en parle pas beaucoup dans cet Et accord, même hein. si, mais je sais que des collègues de mon groupe, comme d'autres groupes, vont le poser, cet accord est très avantageux pour les agriculteurs européens, notamment dans le domaine du vin, parce que ça leur ouvre un grand marché. Après, on peut dire qu'on considère que les émissions de carbone est quelque chose sur lequel il faut lutter, mais si c'est pour dire qu'on va exporter du vin par avion, voilà, parce qu'on va faire du business, il faut être cohérent avec nous-mêmes. Et en tout cas, c'est ce qu'on va défendre nous. Donc, dans ces accords qui permettent des niveaux de taxes douanières moins importantes que s'il n'y avait pas d'accord, c'est très bien pour le business, mais les conséquences qui sont derrière sont importantes. Et puis par ailleurs, il y a un sujet que moi je suis de près, c'est la question du secteur ferroviaire. Avec cet accord, le Japon, qui est déjà très présent sur le marché des constructions de tout ce qui va être les trains, les wagons, etc., ils vont être encore plus en situation de pouvoir emporter des marchés vis-à-vis de nos propres constructeurs européens, parce qu'ils n'auront plus ces barrières douanières qu'ils ont aujourd'hui. Et là, on a un vrai sujet sur notre industrie européenne. Donc pour moi, c'est des questions qui font que je ne peux pas voter cet accord. C'est ça, on ne sait pas où on va. Libéralisation aussi des marchés publics, c'est prévu, Patrick Leyarick, c'est aussi un des aspects qui est prévu dans cet accord. Un peu d'ailleurs comme ça s'est passé pour le CETA. Bah oui, on va libérer les marchés publics, les services publics, encore de manière plus importante et plus accélérée que ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc on va mettre tout le monde, tous nos services en concurrence les uns contre les autres, alors que déjà au sein de l'Union européenne, ils sont eux-mêmes mis en concurrence avec les catastrophes qu'on est en train de connaître en ce moment. Et l'agriculture, vous en disiez un mot. Alors, on dit oui, effectivement, il y a un certain nombre d'appellations françaises qui vont être connues dans le domaine du vin, mais pas que dans le domaine du vin. Mais en même temps, il y a d'autres pans de l'agriculture qui ne sont pas labellisés en France ou en Europe, qui vont se retrouver du coup eux aussi en difficulté. C'est aussi La vérité, c'est que cet accord en matière d'agriculture, elle est beaucoup plus intéressante pour les agriculteurs européens que les agriculteurs japonais. En revanche, si cet accord est adopté, je pense qu'il va l'être, c'est pour l'agriculture japonaise, qui est une agriculture familiale, qu'on est en train de casser toute une vie économique de ce pays. Ça touche la culture du riz notamment, je crois. Oui. Et donc là-dessus, on a aussi cette responsabilité, je pense. Et donc, moi, c'est pour ça. Je trouve que faire des accords de commerce en matière d'agriculture, quand on est aussi loin géographiquement parlant, déjà n'a pas de sens. On est très loin de l'économie circulaire, etc. Mais là, on va avoir une responsabilité dans l'avenir de l'agriculture japonaise telle qu'elle existe dans un milieu familial. Parce que pour l'instant, on parlait du riz, de la culture du riz. Le riz est largement soutenu à l'heure actuelle au Japon. C'est-à-dire que c'est une agriculture effectivement familiale, de proximité, qui est très soutenue, ce qui ne va plus être le cas. Puisque rappelons-le, à terme, c'est 97%, 98% des droits de douane qui disparaissent tout simplement, quoi. C'est ça. Question de l'intégration des marchés financiers également, qui est prévue dans cet accord, je crois. Les marchés financiers japonais et européens. Là encore, quelles conséquences? Tout ça, ça va dans le même sens. Cette question de l'intégration des marchés financiers. On est dans la même logique finalement. C'est-à-dire que plus on libéralise de ce côté, plus on favorise ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la liberté de circulation des capitaux avec tout ce que cela recouvre de part et d'autre.
à la fois l'évasion fiscale, la spéculation financière en outrance. On va brancher nos bourses les unes en compétition avec les autres. L'indice qu'on dit au Japon, l'indice Nikkei contre celui de la bourse de Paris, peut-être de la bourse de Londres ou de Francfort. Donc on est dans un système où on va accroître encore la financiarisation, c'est-à-dire la recherche de l'argent par l'argent au détriment de la production partout, qu'il s'agisse de la production industrielle, agricole et des services utiles, à l'opposé des services financiers. C'est l'un des symboles, l'une des marques de ce qu'on appelle la mondialisation sauvage. À quoi vous opposez une mondialisation beaucoup plus régulée, tout à fait différente de celle-là? Et oui, mais pour y parvenir à cette mondialisation régulée, il faudrait déjà commencer par une chose, c'est par avoir une Union européenne qui a la volonté d'agir réellement pour soutenir toute l'activité économique et sociale européenne et qu'elle puisse imposer à ce que les règles de l'OMC soient revues et qu'il n'y ait plus ce type d'accord comme on en connaît où finalement on n'est pas obligé de respecter les accords de Paris sur la question du climat, on n'est pas obligé de respecter les accords de l'OIT en matière de droits sociaux, c'est plus possible. Et donc l'Union européenne, 500 millions d'Européens, elle a la capacité de mettre ce rapport de force-là au niveau mondial pour qu'on arrête ce type d'accord. Parce que là, à chaque fois, on a l'impression, à chaque plénière, on discute d'un nouvel accord, etc. Et en même temps, on voit la façon dont cela se passe pour nos industries et nos emplois au sein de l'Union européenne. Et vraiment, sur la question du ferroviaire, ça va être une catastrophe pour ce secteur-là européen et pour nos industries et on n'aura plus de protection. JEFTA, CETA, vous le disiez tout à l'heure, les mêmes causes risquent de produire absolument les mêmes effets. On est exactement dans la même logique, pas finalement. Rien. Les logiques fondamentales sont les mêmes, c'est-à-dire mondialiser le monde, mais au service des puissants, au service des grands trusts monopolistiques, au service des marchés financiers internationaux, et avec ce verrouillage maintenant qui est dans tous les traités, même si là on a essayé de le pondérer, de détourner les inconvénients qu'on avait dans le CETA et dans le traité transatlantique, avec ces tribunaux arbitraux privés qui eux-mêmes créent une sorte de justice privée, même une législation de nature privée contre les législations que décideraient les représentants des peuples dans chacun des États. Ce sera valable au Japon comme ce sera valable dans chacun des États européens et de l'Union européenne comme entité. Alors on le disait tout à l'heure, le CETA avait donné lieu à une très forte mobilisation, réellement extrêmement importante au niveau européen, pas simplement au niveau de la France ou de quelques pays. Comment, dans ce cas-là, sachant que c'est vrai, on n'en a pas énormément parlé, comment alerter sur ce que vous êtes en train de dénoncer les uns les autres, comment faire que ces questions dont on voit bien qu'elles vont être cruciales pour l'avenir de la planète, aussi bien au Japon d'ailleurs qu'en Europe, pour qu'on s'y prenne autrement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour essayer de couper court, en tous les cas d'inverser cette tendance dont on a l'impression rien ne peut l'empêcher. Vis-à-vis de l'accord avec le Japon, je crains qu'on n'ait pas beaucoup de marge de manœuvre parce que, comme ce n'est pas un accord mixte et que c'est uniquement à l'échelle européenne, il y aura même pas, on ne demande même pas l'avis des démocraties parlementaires nationales de chacun des pays. Mais ça doit être même ratifié, ça devrait être ratifié. Oui, mais ce n'est pas la même force que pour l'accord sur le CETA où il va réellement y avoir des débats. À l'Assemblée nationale et au Sénat, et sur une petite partie, il peut y avoir des contestations. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait Paul Magnette pour la Wallonie en Belgique, sur la partie de la compétence qui était une compétence nationale. En revanche, ce sur quoi il faut absolument travailler, c'est, j'en parlais, les outils de régulation de la mondialisation au niveau de l'OMC d'une part, et ensuite dans la façon dont on peut permettre, pas uniquement à des États, mais à des citoyens, de saisir des cours de justice pour contester ce type d'accord au nom du respect des normes sociales et environnementales. Donc inscrire des éléments dans la Charte des droits fondamentaux et donner cette possibilité. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé,
Mais on a vu cette mobilisation citoyenne, malgré tout, éclairée, qui, même si la grande presse n'en parle pas tous les jours, ils sont alertés parce que sur toutes les questions liées au libre-échange, ils ont un œil affûté et une oreille attentive. Et donc il faut donner les outils de la démocratie avant, pendant, mais aussi après pour pouvoir faire des recours et s'opposer à ce type d'accord qui pour nous n'est pas du juste échange et qui est quelque chose qui va être terrifiant pour Comment alerter, l'ensemble de nos vous, économies. Patrick Le Harric, dans cette conjoncture qui, encore une fois, n'est pas très favorable? Nous le faisons les uns et les autres en parlant, en écrivant des articles, en distribuant des tracts. Évidemment, ça dépend aussi du contexte dans lequel cela se passe. L'opinion n'est pas en ce moment tournée vers cela et on le Alors que comprend ça fait aisément. partie du débat? Parfaitement. Ces décisions-là, qui apparaissent très éloignées de la vie des gens, concernent la vie des gens, l'avenir de notre humanité, l'avenir de l'environnement, de la biodiversité, forcément. Donc il faut continuer à faire ce travail d'explication. Tout ce qu'on peut donner comme explication, il faut absolument le faire. Les organisations syndicales, quand même, essayent de faire des choses. Il y a des rencontres entre des organisations syndicales françaises et japonaises, les partis progressistes japonais, et il y en a au Japon, beaucoup et forts, et les partis progressistes dans l'Union européenne et en France particulièrement, mais aussi dans d'autres pays. C'est tout ce travail qu'il faut continuer à faire pour alerter. Merci à vous, merci beaucoup. On continuera, bien sûr, comme on le dit, à suivre cette question. Merci à vous qui nous avez suivis. À bientôt. Au revoir.